Bonsoir et bienvenue à tous les voyageurs fidèles au bout de la nuit. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir encore pour un moment de lecture, un moment de calme, un moment de littérature avec Gaston Leroux qui va nous amener dans un récit fantastique. Vous allez voir, on est en train de lire La poupée sanglante. Alors je sais qu'Halloween est passé, mais il n'est jamais trop tard pour se faire un petit peu peur et avoir des frissons. Alors La poupée sanglante, vous avez de la chance parce qu'on vient juste de le commencer. Si vous avez manqué la toute première émission, je vous invite bien entendu à aller revoir les players. Pour ça, vous allez sur le site de D8 et vous tapez « Voyage au bout de la nuit » et vous allez tomber du coup sur le début de l'histoire. Vous pouvez même changer d'histoire, mais ça, je ne vous le conseille pas parce que celle-ci, elle est quand même super. Alors, qu'est-ce que c'est La poupée sanglante? Eh bien, comme je vous le disais, c'est un roman de Gaston Leroux qui a écrit beaucoup de romans à énigmes et de romans fantastiques. On en a lu quelques fois ici. À Voyage. Et celui-ci, donc, c'est l'histoire de Bénédicte Masson, qui est un relieur d'art, ça se passe à Paris. Et il a sa boutique sur l'île Saint-Louis. Et le pauvre Bénédicte Masson, c'est pas sa faute, mais il est vraiment très très vilain. C'est un homme très laid. Voilà, et du coup, évidemment, il en souffre. Il en souffre d'autant plus qu'il est amoureux d'une fille, d'une femme qui s'appelle Christine. Et on est au tout premier chapitre de l'histoire. Et ce qui se passe, c'est que depuis sa boutique, il observe Christine et il se rend compte que, donc, elle vit avec son père, qui est horloger. Elle vit également avec son fiancé. Mais Christine, elle fait des choses un peu étonnantes, c'est-à-dire que la nuit ou en journée, quand elle est seule, elle va ouvrir une armoire dans l'atelier. Et de cette armoire sort un jeune homme qui répond au nom de Gabriel et qui est très très beau. Et pour l'instant, notre narrateur qui a écrit ses mémoires se demande qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire. Donc on en est là et au moment de notre histoire, donc cette femme, Christine, vient de délivrer le beau jeune homme de l'armoire et ils sont descendus tous les deux dans le jardin. Et notre narrateur, Bénédicte Masson, donc, essaie de regarder et de comprendre ce qu'il se passe depuis le jardin. Voilà, on continue la lecture. Je ne vous en dis pas plus. Et si, pardon, je rajoute juste que vous pouvez, grâce au hashtag VBN pour Voyage au bout de la nuit, participer avec nous en direct ou un peu plus tard sur les réseaux sociaux. Et nous prendrons évidemment en compte vos remarques, vos commentaires, vos envies et vos coups de cœur. Voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là et je reprends tout de suite la lecture pour les plus impatients. Enfin, ils se sont levés. Ils se tenaient par la main. Ils ont gravi l'escalier et elle le tenait toujours par la main. Et c'est elle qui l'a entraîné dans l'atelier et qui en a refermé la porte. Je suis redescendue comme un fou, dans mon atelier à moi. Et j'ai pleuré. Ah oui, j'ai pleuré. Ces idiots de poètes disent qu'on pleure des larmes de sang. Je le saurais bien. Tout à coup, elle a frappé à la vitre du magasin. Oui, c'était elle. Elle. Elle ne m'avait jamais adressé la parole. Elle qui a toujours passé à côté de moi comme si j'existais pas. J'ouvris, en m'accrochant à la porte pour ne pas tomber. Elle me vit chancelant, hagard, les yeux rouges. Je suis horrible, je devais être hideux. Elle eut cette pitié suprême de ne s'apercevoir de rien. Elle me dit avec cet air de noblesse calme, qui tour à tour m'enchante, m'écrase ou m'horripile. « Monsieur Bénédicte Masson, vous êtes artiste. Je viens vous confier ce que j'ai de plus précieux dans ma bibliothèque. C'est 5 Verlaine que vous arrangerez à votre goût qui est parfait. Vous aurez seulement la bonté de me montrer un de ces jours, vos maroquins, que je veux choisir de couleurs différentes pour chaque ouvrage. » Et comme je me précipitais gauchement sur un petit stock de peaux qui me restait, elle leva sa belle main pâle. « Non, pas aujourd'hui. Excusez-moi, je suis un peu pressée. » Et elle s'enfuit avec son regard céleste et son front d'ange. J'avais pas prononcé une parole. J'étais comme anéantie. Tout équilibre était rompu en moi. Mais elle en avait de reste de l'équilibre. Il lui en fallait pour naviguer aussi tranquillement dans une histoire pareille. 2 heures du matin. Effroyable. Cette comédie pouvait plus décemment durer. Je viens d'assister au plus rapide et au plus sombre des drames. Il était un peu plus de minuit. J'étais là-haut, souffrant tous les supplices, tandis qu'une lumière au dernier étage du pavillon témoignait que Christine ne reposait pas encore. Et tout à coup, en bas, dans la clarté lunaire qui inondait le jardin, j'ai vu paraître le vieux Norbert qui se mit à escalader l'escalier comme un chat, et puis d'un coup d'épaule, défonça la porte et il y eut la clameur de Christine. « Papa !»
Mais Norbert dressait déjà au-dessus de sa tête une arme formidable, quelque chose comme un chenet de bronze, qui s'abattit, tandis que Christine suppliait « Ne le tue pas! Le tue pas !» Il eut une forme bondissante, l'homme, qui vint crouler jusque sur le balcon en étendant les bras, tandis que l'arme terrible continuait à le fracasser, et il ne bougea plus. Christine, délirante, s'était jetée sur sa poitrine. Et puis il y eut un silence extraordinaire. Le vieux, qui avait croisé les bras, montrait une figure de fou. À ce moment, Jacques sortit à son tour de son appartement et vint se mêler à la scène. Alors Christine se releva et dit « Papa l'a tué. » Le vieux prononça distinctement « Il ne m'obéissait plus, et c'était de ta faute, j'aurais dû m'en douter. » Quant au fiancé, il ne dit mot. Il ramassa le cadavre, le poussa dans l'atelier où ils s'enfermèrent tous et où ils sont encore au moment où j'écris ces lignes. Chapitre 3. N'aurait-elle qu'un métronome sous son corsage? Gabriel est mort. Gabriel est mort, le vieux en a fait de la charpie. Moi, je ne considère plus que cela qui est capital. Le reste s'expliquera après, si c'est absolument nécessaire, mais pour moi, il n'y a rien de nécessaire que la mort de Gabriel. Et il n'est plus entre moi et Christine. En serais-je beaucoup plus avancée, peu importe. Mon cœur est rafraîchi de tout le sang que le vieux a répandu. Elle ne posera plus sa tête sur l'épaule de ce jeune homme, beau comme un demi-dieu, et je ne les verrai plus s'embrasser. Que vont-ils faire du cadavre? J'ai attendu toute la nuit, mais la porte de l'atelier ne s'est pas réouverte. Alors, n'en pouvant plus de fatigue et d'émotion, je suis redescendue chez moi. Je me suis jetée sur mon lit, je me suis endormie dans une allégresse immense. Au réveil, j'avais l'âme encore en fête. Gabriel est mort. Oh, ce cri de triomphe au seuil de la vie retrouvée. Ce cœur est grave et joyeux qui saigne dans ma poitrine. Comment osais-je écrire de tels mots de feu, me réjouir d'un lâche assassinat? Ah ben, moi aussi j'opte pour le principe de Schelling. Les esprits supérieurs sont au-dessus des lois. Suis-je un esprit supérieur? Peut-être que oui, peut-être que non, mais à coup sûr, je suis un maudit supérieur. Et cela comporte des droits que ne comprennent point les autres créatures. Depuis que je suis au monde, Dieu m'a tenté. Attention, hein, assez divagué, assez se vautrer dans le sacrilège, redescendons sur la terre, voici la femme de ménage qui vient frapper à la porte de la boutique. D'ordinaire à 7h, 8h, le vieux est déjà derrière ses rideaux, penché sur ses roues carrées et Madame Langlois n'a qu'à pousser la porte. Mais aujourd'hui, les volets sont encore en place. La mère Langlois, que je connais bien puisqu'elle me sert comme femme de ménage moi aussi, est toute désemparée. Elle frappe de son poing desséché et impatient. Enfin, on ouvre. C'est le vieux. Elle entre et monsieur le prosecteur sort tout de suite dans la rue, presque en courant. Il doit être en retard pour son cours. Je le regarde bien au passage. À part ses sourcils froncés, il me paraît aussi insignifiant que tous les jours. La porte de la boutique est restée entr'ouverte. Je n'aperçois plus le vieux. Entrez là-dedans. Moi qui sais, moi qui pourrais voir. Oui, car on s'arrangera bien pour que la mère Langlois ne voit rien, elle. Mais moi, hein. Et tout à coup, sans plus réfléchir, je saisis mon stock de peau et je traverse la rue et j'entre dans la maison du crime. Je traverse la boutique, la petite salle à manger qui se trouve derrière, cette première pièce, et dans laquelle la mère Langlois accomplit déjà les gestes de sa fonction. Le balai en main, elle m'interpelle au passage, mais je suis déjà dans le jardin. Là, je me heurte au vieux Norbert, stupéfait, anéanti devant cet événement extraordinaire. Un audacieux a osé franchir les 5 mètres carrés de sa boutique et se promène dans son jardin, comme chez lui. « Que voulez-vous, monsieur ?» finit-il par marmotter en fixant sur moi des yeux gris d'une hostilité aiguë. « Monsieur, je suis le relieur, mais je croyais que ma fille s'était entendue avec vous. » Et il a ajouté quelques paroles entre ses dents, d'après lesquelles je crus comprendre que Christine avait donné à la visite qu'elle m'avait faite une importance qui lui avait servi de prétexte à ne pas accompagner l'horloger et son neveu dans la promenade du dimanche. À ce moment, la voix de Christine se fit entendre derrière nous. « Non mais laisse monter monsieur, papa, c'est bon !» Bon, je ne le fis pas dire 2 fois et sans attendre la permission du vieux, que je laissais un peu désemparé, je gravis en hâte l'escalier qui conduisit à l'atelier du balcon duquel Christine restait penchée. Elle était aussi calme que je l'avais vue la veille. Et rien dans son air, dans sa physionomie, ne présentait le moindre reflet du terrible drame de la nuit. Quelles étaient mes pensées alors?
Aurais-je pu le dire? J'allais me trouver dans cette pièce où je savais que nul ne pénétrait jamais qu'elle, Christine, son père et son fiancé et leur victime, et cela quelques heures après l'assassinat. Et c'était Christine elle-même qui, du geste le plus naturel, m'en poussait la porte. Mes yeux étaient allés tout de suite aux solives du balcon, au plancher de l'atelier, à la table, au bahut, comme si je devais fatalement y trouver les traces sanglantes du crime. C'était enfantin, du moment qu'elle me recevait là. C'est que le nécessaire avait été fait. Le nécessaire. Le plancher ne paraissait même pas balayé. Rien. Rien. Rien dans une longue pièce où le jour pénétrait à flot n'eût pu retenir le grand, le plus averti, le mien, qui avait vu assassiner Gabriel. Oh, bien mieux. Je savais par les demi-confidences de la mère Langlois que le vieux et sa fille et le fiancé s'enfermaient là des heures et des heures, tout rideau tiré sur les vitres pour une besogne de mystère qui, je l'ai déjà fait entendre, commençait à troubler quelques pauvres cervelles dans le quartier. Or, on pouvait, en vérité, se demander après quel coup d'œil sur ce banal atelier si la mère Langlois n'avait pas rêvé. Un vaste divan dans un coin, des tentures, quelques toiles, des études, des modelages d'après l'antique accrochés au mur, 2 sellettes supportant une vague glaise entourée de linge desséché, une bibliothèque vitrée dans laquelle il n'y avait que de livres, mais quelques statuettes polychromes qui me ne rappelèrent que 2 ans auparavant, mademoiselle Christine Norbert avait exposé aux indépendants un antinou d'étagère d'une singulière beauté, mais qui avait fait surtout parler de lui par la matière toute nouvelle dont il était fait et à laquelle on cherchait à donner un nom, quand l'artiste avait un beau matin, sans explication, retiré son envoi. Au fond de la pièce, une portière à demi soulevée donnant sur une petite chambre, qui était certainement la chambre de Christine. Mes yeux, qui ne pouvaient s'arrêter sur rien, retournèrent au bahut. Mais Christine me rappela tranquillement l'objet de ma visite, en me priant de m'asseoir dans le fauteuil où l'avant-dernière nuit j'avais vu s'asseoir Gabriel. Si elle était calme, je ne l'étais pas. Ma cervelle était en feu, mes mains tremblaient. Elle s'assit en face de moi. Je n'osais pas la regarder. On lui avait assassiné la nuit dernière son amant, et elle s'intéressait au grain et à la couleur de mes peaux. Elle me dit qu'elle me fournirait quelques dessins d'après lesquels j'aurais à établir une mosaïque. « Ah, c'est donc une reliure de grand luxe ?» demandai-je. « Oui, me répondit-elle, et je vais vous avouer que ces livres ne sont pas à moi, et qu'ils ne sont pas pour moi. C'est un secret que je trahis, mais je suis sûre que vous ne me vendrez pas. Ils appartiennent à monsieur le marquis de Couteret, notre propriétaire, que j'ai vu dernièrement et qui cherche un relieur d'art qui veuille bien se consacrer à sa bibliothèque, dans des conditions assez exceptionnelles. Du reste, mais qui ne vous gênerait peut-être pas, vous qui êtes son voisin. Je lui ai parlé de vous, et il s'est servi de moi pour vous mettre à l'épreuve. Vous m'excuserez ? Je remercie en balbutiant comme un enfant timide et confus. Cette histoire de livre m'intéresse un peu. Mais l'idée qu'elle avait pensé à moi, que j'existais pour elle, qu'elle avait fait un geste pour me rendre service, waouh, comme j'étais enivrée. Tout à l'heure, j'avais abordé cette belle fille avec horreur, me demandant quel impassible métronome battait sous son corsage, et maintenant, j'aurais baisé le bas de sa robe, comme à la déesse de la pitié. Oui. Celle-là était adorable de bien vouloir se pencher sur mon abomination, de sourire à ma hideur. Oui, car elle me sourit. Oh, ange. Tout de même, la nuit dernière, à cette place même, on a assassiné son amant. Cette idée ressurgit tout à coup, me fait chanceler. Mon regard stupide fait encore une fois le tour de cette pièce maudite qui ne me livre rien de son secret et puis s'arrête encore sur le bahut. Le bahut, d'où il est sorti et où ils l'ont peut-être rejeté en attendant qu'il lui fasse un autre tombe. Car il est peut-être encore là, le mort magnifique. Oh, je suis sûre qu'il y est. Une force dont je ne suis pas le maître dirige mes pas vers le meuble fatal. Où allez-vous, monsieur ? Cette fois, il me semble que sa voix est moins sûre et que le geste avec lequel elle m'arrête a été un peu hâtif. C'est à mon tour d'avoir pitié. Je me ressaisis, je dis n'importe quoi. Mais c'est un vieux bahut normand. C'est pas un bahut, monsieur. C'est une vieille armoire de la Renaissance provençale. Tout ce qu'il y a de plus authentique. Le seul meuble qui me reste de ma mère, monsieur, qui le tenait de sa grand-mère. Il y a eu là-dedans de bien beaux linges et solides, comme on n'en fait plus à présent. Je m'incline pour prendre congé. Elle me tend la main. Je sens que si je touche cette main de mes lèvres, je vais faire des folies, alors je me sauve.
Après tout, il est mort, il est mort, il est mort, c'est le principal. Le vieux Norbert était dans son droit. Le droit romain, le seul droit de vie et de mort sous son toit. Il est vrai que s'il a tué le monsieur à la cape, il n'a pas touché à un cheveu de sa fille. Il a bien fait. Une créature pareille, c'est sacré, quoi qu'elle fasse. Brave pater familias. Je lui serre la main dans sa boutique avant de courir m'enfermer dans la mienne. Tout cela est horrible. Chapitre 4. La rouge goutte de sang pèse plus que la mère en colère. Oui, monsieur Bénédicte, oui, c'est comme je vous le dis. Il se passe là des choses qui n'est pas naturelles. Quand je vous ai aperçu ce matin, traversant la salle à manger, j'ai voulu me jeter sur vous pour que vous ne me passiez pas. Tant je craignais un malheur, j'ai cru qu'un jour ils allaient me dévorer parce que je m'étais rendue dans les jardins sans leur permission. Pire que des sauvages, je vous dis. Pire que des sauvages. Ils ne veulent personne. Personne autour d'eux. Je suis même étonnée qu'ils fassent venir une femme de ménage. Mais il y a des choses que la demoiselle peut pas faire. Elle peut pas laver la vaisselle, par exemple. Ça la répugne, cette poupée, aux mains de grandes dames qui n'a pas le sou. Oui, car ça n'a pas le sou et c'est fier comme si ça n'avait pas tout vendu, pièce par pièce. J'ai vu l'argenterie filer, moi. Hein. Des morceaux qui ne dataient pas d'hier, pour sûr. Des souvenirs de famille et des tableaux et des meubles. Depuis 3 ans, ça se vide là-dedans. Et comment ? Et pourquoi ? On dit que le vieux cherche le mouvement perpétuel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le mouvement perpétuel. Bon, je l'ai trouvé, moi, le mouvement perpétuel. C'est y point que je me remue pas tout de suite. Jamais une minute de repos pour le pauvre monde. Mais s'il est toqué, le père Norbert, est-ce que les 2 autres ne devraient pas avoir de la raison pour lui ? Ma parole, le médecin paraît aussi maboule. Dans son petit laboratoire du fond du jardin, que le vieux et la demoiselle dans leurs ateliers. Je le disais encore tout à l'heure à cette bonne mademoiselle Basquera. Quand il sort de là-dedans au matin, que j'arrive et qu'il court à son amphithéâtre, c'est lui qui a une figure de Maccabée. À quoi donc il a passé la nuit ? Quant à la demoiselle, par exemple, elle a toujours l'air de se promener dans le paradis. Elle passe auprès de vous comme si on n'était pas plus qu'une puce. Tout de même, depuis 2 jours, je les ai vus les yeux rouges. Voyez-vous, monsieur Bénédicte, cette maison-là me fait peur. J'ai bien eu souvent envie de me plus y retourner. Sans mademoiselle Baresca, qui est aussi curieuse que moi, il y a beaucoup de temps que je leur aurais tiré ma révérence. C'est dans l'arrière-boutique de mademoiselle Baresca, la mercière, centre de tous les potins du quartier, que cette conversation a eu lieu. C'est là que je suis venue trouver, sous un prétexte quelconque, la mère Langlois. Ce bavardage de ces 2 femmes me paraît redoutable pour les autres. Mademoiselle Baresca écoute la mère Langlois en hochant la tête et en caressant son chat. Pour rien au monde, mademoiselle Baresca ne consentirait à se séparer de son chat. La mort seule peut les désunir. Mais l'absence ne les séparera jamais. Ils reçoivent toutes les confidences de compagnie, reconduisant les gens à la porte. Et rester seuls, trament de petits complots qui peuvent conduire les personnages les plus tranquilles au déménagement ou au suicide. Tout de même, j'essaie de me rassurer. Les propos de la mercière ne dépassent point la limite ordinaire du commérage. Enfin, je fais une déclaration destinée dans mon petit esprit à apaiser les inquiétudes de madame Langlois. L'imagination est une belle chose, madame Langlois. Elle parle les intelligences les plus ternes et donne à votre conversation, en particulier, une couleur que j'apprécie, car j'ai toujours aimé les contes qui font un peu peur. Et à ce point de vue, je suis restée très enfant. Ainsi, je ne me laisserai point de vous entendre parler du vieux Norbert, de son neveu et de sa fille et de l'étrange existence qu'il mène. Enfin, je ne vous cacherai rien en vous disant que c'est beaucoup à cause de vos histoires que j'ai pénétré si brusquement dans le jardin, défendu et que j'ai gravi avec tant de hâte l'escalier qui conduit à l'atelier mystérieux. La vérité me force à vous dire, madame Langlois, que je n'ai rien trouvé chez les Norbert qui pût justifier l'angoisse avec laquelle vous servez ces braves gens. L'atelier n'a rien que du très banal. J'en ai vu 20 comme celui-là dans ma vie. Eh ben alors, m'interrompit-elle, en lançant à mademoiselle Baresca un coup d'œil sournois. Pourquoi en font-ils un pareil mystère, qu'ils ne veulent seulement point que j'aille fiche un coup de balai ? Les artistes ont de ces lubies, fis-je. Je vois que les artistes aiment la poussière. C'est d'autant plus incompréhensible que la belle Christine est toujours propre comme un sous-neuf. Ah oui, bah c'est pas elle qui balaie, bien sûr. Tenez, il n'y a qu'un homme dans l'atelier, en dehors bien entendu du vieux Norbert et de son neveu. C'était il y a de ça 2 mois. J'en ai parlé à mademoiselle Baresca. Ouais,
Un drôle de type. Il était habillé avec un manteau qui l'enfermait des pieds à la tête. Et il avait des bottes. Eh bien, vous voyez qu'ils reçoivent des étrangers, dis-je en essayant de conserver à ma voix le ton le plus naturel, bien que je fusse singulièrement émue par la dernière déclaration de la femme de ménage. Pour étranger, ça se pourrait bien qu'il soit étranger. Il en avait l'air. On ne s'habille pas comme ça chez nous. Il avait un chapeau noir à boucles, comme on en voit au cinéma dans les drames du temps de la Révolution. Ma foi, on aurait dit un comédien. Un beau garçon, du reste, mais je n'ai pas eu le temps de le voir beaucoup. C'était un après-midi où j'étais venue par hasard, et comme ils ne m'attendaient pas, ils l'ont fait filer tout de suite. Il était assis dans le jardin. Mademoiselle Christine l'a entraîné dardard dans l'atelier, le neveu les a suivis là-haut. Quant au vieux, il m'a déjà saisi par le poignet et me ramené dans sa boutique, et j'aurai toujours dans l'oreille le ton sur lequel il m'a demandé. « Eh bien, que voulez-vous, mère Langlois ?» Et là-dessus, quel coup d'œil. Je lui ai répondu « Je vous demande bien pardon de vous avoir dérangé, monsieur Norbert. Je ne savais pas que vous aviez de la visite. » Il a grogné je ne sais quoi entre ses dents. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire et j'ai fichu le camp. Vous vous rappelez, mademoiselle Baresca? Si mademoiselle Baresca s'en rappelait, hein, le chat aussi avait l'air de s'en rappeler. Ils ronronnaient tous les deux en signe d'assentiment, l'une caressant l'autre. Nous avons même attendu qu'il ressorte. Mais il n'est pas ressorti, ajouta la mère Langlois. Et cet homme-là, je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai même jamais vu entrer, exprima la mercière en faisant glisser ses lunettes sur son front. Alors je dis « Je sais de qui vous parlez. C'est un ami de la famille. Moi, je l'ai vu entrer quelques fois et je me rappelle très bien l'avoir vu sortir. Il y a 2 mois environ, vers les 10 heures du soir. Oh, je mens. Je mens. Je me fais leur complice. Oh là là, je veux la sauver. Quoi qu'elle ait fait, quoi qu'ils aient fait. » Je passe une fin de journée assez trouble. J'essaie de me ramener ma pensée autour du drame dont j'ai été témoin, de l'éclairer aux quelques lueurs des propos entendus par la mercière. Ainsi, il y a 2 mois, Gabriel était déjà dans la maison de l'horloger. Et j'en savais rien. Et il y avait toute la famille autour de lui. Christine ne le recevait donc pas en cachette, non, mais elle le gardait en cachette dans l'armoire. Évident. Dame, les autres le croyaient parti et il était dans l'armoire. Tout ça est bien extraordinaire, car enfin il n'était pas depuis 2 mois dans ce meuble quand on l'a assassiné. Comment a-t-il échappé à l'attention soutenue, à l'espionnage continuel de la mercière, de la femme de ménage et de moi, Bénédicte Masson, toujours à l'affût derrière mes rideaux? Quand je me rappelle la scène atroce, en vérité, je suis bien obligée de considérer que les 2 hommes n'ont pas été absolument surpris par l'événement. Les paroles du père, qui depuis chantent à mon oreille une singulière musique à laquelle je m'efforce en vain de donner un sens, attestent bien ceci, au moins qu'il n'était pas absolument surpris de trouver sa fille en compagnie du mystérieux visiteur. Il ne m'obéissait pas plus, et c'était de ta faute. J'aurais dû m'en douter. Quelle parole bizarre dans un pareil moment, tandis que Christine, éperdue, suppliait le vieux « ne le tue pas, ne le tue pas ». Et le vieux l'avait tué tout de même. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que parce qu'il ne lui obéissait plus? Est-ce que parce qu'il avait trouvé avec sa fille? Peut-être à cause des 2. Mais en quoi l'autre ne lui obéissait plus? Qu'est-ce que le vieux exigeait de ce malheureux jeune homme que j'ai vu massacrer avec une furie si soudaine? Quant au fiancé, il devait savoir aussi, lui, de quoi il retournait, car si quelqu'un conserva son sang-froid dans cette affaire, ce fut bien lui. Norbert, après avoir tué, avait l'air d'un fou. Christine poussait des soupirs à rendre l'âme, mais lui, Jacques Cotentin, avait ramassé le cadavre sans émoi apparent et l'avait poussé dans l'atelier sans dire un mot. Et maintenant, qu'ont-ils fait du cadavre? Ils ne l'ont pas encore enfoui dans le jardin. Ce sera peut-être pour cette nuit. Je passerai la nuit à ma lucarne. J'ai le pressentiment que cette nuit, je verrai quelque chose. Les 2 hommes ont l'air trop préoccupés. Je devine bien ce qui les gêne. La rouge goutte de sang pèse plus que la mère en colère. Lady Macbeth en a encore fait l'expérience avant mes voisins de l'île Saint-Louis. Cette nuit-là. Oui, cette nuit-là pèsera encore sur ma mémoire. Nuit lourde avec ses nuages de suie, son eau de plomb car il y en a plus, car il a plu un peu, il a plu des larmes brûlantes et des lueurs de soufre. C'est par cette nuit-là que la Vierge s'est encore levée, m'est encore apparue avec son harmonieuse douleur. C'est de Christine que je parle. Pourquoi ne continuerais-je pas à l'appeler la Vierge? Parce que mes yeux ont vu.
Attends, ont vu quoi? Attends, est-ce que je sais ce que mes yeux ont vu? Est-ce qu'ils le savent? Non, parce que toute réflexion faite, on peut cacher un monsieur dans nos armoires et rester pur. Oui, il me plaît à penser cela. Oui, je trouve Boubouroche sublime et plus intéressant que tous les sganarelles qui rient au parterre. Oui, oui, il me plaît que l'affreux drame, dont j'ignore tout, n'ait pas diminué ma divinité. Écoutez. Écoutez bien ceci, moi aussi j'ai mon drame, dont j'ignore tout également, un drame qui m'étreint de ses tentacules invisibles, mais qui, peu à peu, finiront par sucer toute ma pensée. Un drame au bout duquel, si le hasard le veut, il y a peut-être l'échafaud, et cependant, moi aussi, je suis pure. Seigneur Dieu, ne jugeons personne. Ayons peur des formes qui prennent les choses en nous frôlant, et ne disons point tout haut avec le triste orgueil de la créature qui ne dispose que de ses 5 sens, ceci est ou ceci n'est pas. Méfions-nous. Méfions-nous. L'univers est autour de nous comme une immense embûche. D'autres avant moi ont prononcé le mot farce. Je n'irai pas jusqu'à ce mot-là tant je croirais Christine, mais la nuit est si lourde et si basse autour de l'île que celle-ci semble plus isolée que la ville ne l'a jamais été. Et comme elle est sous une cloche qui m'étouffe, c'est à peine si je puis respirer. Tout d'un coup, j'ai entendu la voix qui remplissait l'effrayant silence. C'est la première fois que j'entends sa voix à cette distance. Et peut-être après tout, je me suis imaginé l'avoir entendue. Non, c'est bien elle qui a prononcé ces mots. Je n'aurais pas pu les inventer, je veux dire, car je n'avais aucune raison pour les inventer. C'étaient des mots très simples. Elle disait « Au revoir Gabriel ». Elle ne bougeait pas. Elle était sur le balcon, sa voix remplissait solennellement l'air si lourd. La nuit souffrait. Et devant elle passait le cortège. C'était le vieux Norbert et son neveu qui portaient roulé dans une couverture le cadavre. L'armoire était ouverte derrière eux. Ainsi j'avais bien deviné. Le cadavre était encore là quand j'étais montée dans l'atelier. Eh bien, cette Christine est surhumaine. Non, non, t'es pas une poupée sans cœur, ô céleste créature. Maintenant que j'ai entendu ta voix d'or, dans cette affreuse nuit de silence, ta voix qui disait au revoir, au reste ensanglanté de l'un des plus beaux fils des hommes, j'ai compris ton impassibilité de statue. Au revoir. Tu es donc décidé à le rejoindre au fond de cet inconnu, où il y a promesse d'union des âmes, mais où peut-être aussi règne le grand Pan de jadis, revêtu de sa peau de léopard, ô païenne Christine. Je disparais donc, et moi aussi je disparaîtrai de cette terre, au sein de laquelle j'ai hâte de déposer mon abominable défroque. Je voudrais être ce cadavre que tu pleures, et qu'il descende dans le jardin. Toi, t'as pas voulu en voir davantage et tu t'es redressé dans la nuit jaune et tu as disparu tandis qu'il s'enfonçait dans le puits d'ombre. Mais rien ne remue plus au fond de l'ombre. S'ils creusaient une fosse, je verrais leurs gestes noirs. Le rez-de-chaussée du pavillon a toujours été pour moi quelque chose d'obscur et de mal défini. 3 portes étroites et cintrées donnant sur le jardin et ne s'ouvrant jamais, toutes clouées de planches. 2 fenêtres, une à chaque extrémité, bouchées de persiennes. 2 ou 3 fois, pendant ma faction, il y a eu comme un éclair intérieur qui traversait tout cela, comme une immense étincelle électrique, entreaperçue par les interstices des cloisons mal jointes. Et puis tout tombait à la nuit. C'est là que le neveu travaille, quand il n'est pas renfermé là-haut dans l'atelier avec Christine et le vieux Norbert. Sans doute doit-il se livrer à des expériences de radiographie. De nos jours, il n'y a plus de médecins ni de chirurgiens sans électricité. Je sais aussi, bavardage de Madame Langlois, qu'à ce rez-de-chaussée à droite, il y a un immense fourneau avec toutes sortes d'instruments, de cornues, de ballons de verre, comme dans les laboratoires de sorciers du temps jadis au cinéma. Et cette nuit, à travers les persiennes, c'est là que vient la lueur, et non pas un étincellement électrique, mais une lueur de flamme ardente qui semble intérieurement lécher les murs et puis qui s'éteint tout d'un coup. Oui, pour reprendre soudain et s'éteindre encore. Ouh là là, combustion bizarre. Désordonnée, activée sans doute par le jet de quelque liquide inflammable. Et puis tout à coup, au-dessus du toit, dans la nuit jaune et basse, bouillonne un tourbillon sombre, épais, funèbre, qui hésite dans la direction à suivre, et finalement s'étale sur l'île, rabat ses scories jusque dans les quais déserts, nous enveloppe d'un voile de deuil sinistre, en même temps que d'une atmosphère inquiétante, où persiste une horrifiante odeur. Les imprudents.
Et on va s'arrêter là puisqu'on entendra le chapitre 5 lors d'une prochaine émission. Vous avez vu ça, on a fini exactement pile à l'heure. Alors il est temps maintenant de vous souhaiter une excellente nuit, une très bonne matinée si vous venez de vous lever. Et sinon, à tout à l'heure pour la suite de La Poupée Sanglante de Gaston Leroux. À très bientôt sur D8. Ciao.